Merci Thomas. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur le dialogue en ligne pendant les interventions. Alors, je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ça pour nos trois intervenants. Je pourrais malheureusement pas revenir sur toutes les petites questions très précises. Parfois, je suis désolé. Grosso modo, on va commencer par donc, c'est des questions qui s'adressent aux trois intervenants. Hein. Il y a plusieurs sujets qui reviennent régulièrement. Il y a un gros sujet, mais peut-être qu'on va en reparler tout à l'heure, donc je laisserai compléter si c'est nécessaire. Beaucoup de questions sur les aspects réglementaires. Est-ce qu'on va les aborder par la suite? Comment prendre un arrêté, sur quelle motivation, comment le rédiger, etc. pour créer des aménagements temporaires. Donc là, peut-être Thomas, je ne sais pas si c'est prévu qu'on en parle par la suite, où les collectivités vont donner des exemples pour celles qui vont intervenir tout à l'heure. Je peux répondre en quelques. Je vais laisser les intervenants, mais juste en un mot, dans l'immense majorité des cas, à part des cas particuliers où il y a du tramway, on est sur une route à grande circulation et éventuellement on est sur un périmètre ABF, le fait de créer un aménagement cyclable provisoire, ça relève du même pouvoir de police et de création que quand on crée un aménagement cyclable classique. Donc, ça nécessite une prise d'arrêté du gestionnaire, du pouvoir de police. Parfois, elle nécessite un avis. Parfois, c'est un avis conforme, parfois, c'est un avis consultatif. Mais dans l'immense majorité des cas, de ce point de vue-là, en tous les cas, il n'y a pas d'obstacle réglementaire, mis à part peut-être les cas que je viens de citer, mais peut-être que l'action du club des villes et territoires cyclables va faire émerger d'autres obstacles. Très bien, merci. Autre question très importante, mais là c'est pareil, peut-être qu'on va avoir des exemples concrets par la suite avec les collectivités, c'est la gestion et l'intégration de ces aménagements dans un milieu urbain existant. Qu'est-ce qu'on fait par exemple avec la question des arrêts de bus? Comment est-ce qu'on passe des ronds-points, des carrefours? On nous fait remonter que généralement, quand il y a des 2 fois 2 voies, elles se terminent généralement par un rond-point, ce qui n'est pas forcément idéal pour des aménagements cyclables. Donc, beaucoup de questions sur ces sujets-là. Alors ça, ce sont des sujets techniques en lien avec la présentation d'après. D'accord. Je ne sais pas si Mathieu, tu as des questions plus d'ordre de gouvernance, de politique. Alors, oui, j'ai des questions disant le vélo c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait pas aussi favoriser les 2 roues motorisées qui sont aussi idéales dans un contexte post-confinement? C'est une petite réaction là-dessus. Après, j'aurais beaucoup de questions qui reviennent autour du thème du stationnement des voitures, pas des vélos. Hein. Quand on propose de supprimer le stationnement automobile, qu'est-ce qu'on fait des voitures qui sont garées ici? Surtout en cette période pré-déconfinement où les gens n'ont pas tellement le droit de sortir pour déplacer leur véhicule. Si on veut créer un aménagement sur une zone où il y a des véhicules stationnés actuellement, comment on fait? Est-ce qu'il faut attendre le 11 mai? Voilà. Et puis après, on reparlera encore d'autres aspects, mais peut-être déjà ces 2 éléments-là. Les 2 roues motorisées, le stationnement. Est-ce que l'un de nos 3 intervenants veut prendre la parole sur ces sujets-là? Pierre Cerne, je désactive le mode muet. Hop, c'est bon. Oui, tout à fait. J'avais effectivement vu passer un certain nombre de questions là-dessus. En fait, l'aspect réglementaire et aussi d'ailleurs les questions des obstacles techniques ou réglementaires, c'est exactement ce qu'on essaye de récupérer pour voir ce qu'il faut faire au niveau de l'État pour lever tout ça. Et effectivement, il y a un vrai sujet autour de la question de qui décide, sous quelle forme, et quand il y a quand sont prévues réglementairement des instructions longues, par exemple avec les ABF, par exemple avec le SRMTG, quand on est en proximité d'un tramway, etc. C'est justement ça qu'il faut qu'on arrive à régler dans les jours, les semaines qui viennent, et pour lesquels il y aura une proposition et pour lesquels l'État va donner un cadre. Donc le but, c'est que début mai, en tout cas avant la reprise d'activité progressive,
on ait un cadre très clair avec qui décide, qui prend les arrêtés, les maires dans certains cas, les préfets dans d'autres éventuellement, et avec la question, et là qui va être, comme je le répète, pas simple, de quand il y a opposition entre deux collectivités gestionnaires de voirie ou entre les collectivités et le préfet, comment on sort de ça sans attendre 6 mois de guéguerre, comme ça peut être le cas parfois. Donc ça, c'est vraiment, c'est quasiment même le cœur de la mission qui m'a été confiée, et de faire remonter tout ça pour qu'on puisse créer un cadre favorable aux aménagements. Et il y a toutes les questions techniques, effectivement, dont on a besoin aussi d'avoir tous les ronds-points, les carrefours, tout ça. Il faut qu'on ait des choses assez claires et une sorte de mode d'emploi, des feux temporaires, des choses comme ça. Il va falloir qu'on voit effectivement pour qu'on ait un mode d'emploi effectivement pour les collectivités. La question de l'acceptabilité sociale, là, elle est, et voilà, ça, c'est le cœur du sujet politique plutôt cette fois. Et l'avantage d'aménagement temporaire ou provisoire, c'est que si on se rend compte que on n'a pas bien fait, ou que ça passe pas du tout, ben, on a la possibilité de modifier, de changer éventuellement d'itinéraire si ça se passe mal. Il y a des choses qui existent pour une compatibilité entre un arrêt de bus et un aménagement cyclable. La question du stationnement, elle va être évidemment, on peut pas répondre pour partout de la même manière. Il y a du stationnement temporaire, voilà, parce qu'on vient faire ses courses. Il y a du stationnement résidentiel où là, bah, évidemment, les gens, on va pas leur dire la voiture, elle disparaît. Donc tout ça va se faire là en concertation mais rapide, entre bah, les élus et les habitants, comme souvent. Mais le côté temporaire permet de fluidifier quand même beaucoup ça, je pense. Mais on va regarder comment tout ça se passe. Là, on est en train d'apprendre en avançant. Merci. J'ai une question qui se relate aux exemples étrangers qu'on a vus. Est-ce qu'on a des informations pour savoir comment avaient été impulsés ces aménagements? Est-ce que c'était plutôt des décisions techniques ou politiques? Comment ça avait été porté? Comment ça s'est passé à l'étranger? Vous m'entendez? Merci. Alors, comme je disais, sur pas mal d'exemples, on était sur des dynamiques qui existaient avant la crise et qui ont seulement été accélérées ou largement plus déployées. On est de toute façon sur des décisions politiques avec un matériel technique qui était disponible. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais on est bien sur des décisions qui sont portées par les municipalités, alors qui après peuvent être mises en œuvre par les citoyens, comme dans le cas d'Auckland, mais on est bien sur des décisions qui sont au départ politiques. D'accord. Autre question, est-ce qu'on risque pas avec ce type d'aménagement temporaire d'avoir d'être uniquement suivi sur des collectivités qui sont vraiment pro-vélo et du coup d'augmenter les écarts qu'on peut observer entre les différentes collectivités, entre celles qui sont plutôt proactives ou moins portées sur le sujet, et creuser encore les différences? Oui, Agnès? Non, Agnès, je ne comprends pas. faut qu'il y en ait qu'un seul qui désactive le micro parce que sinon ça marche pas. C'est bon. Voilà. C'est bon? Vous m'entendez? C'est sûr, quand on est sur l'échelle d'une métropole, on doit travailler toutes les collectivités ensemble. C'est bien toute la difficulté d'une gouvernance collective. Hein. C'est évident que si les communes, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a une commune qui va mettre en place un aménagement cyclable, et puis ensuite, quand on veut continuer pour aller vers le centre de Paris, par exemple, on va tomber sur une autre commune où il n'y a plus rien. Donc, on a aussi ces gros points noirs qui peuvent être des carrefours, etc., avec des difficultés qui peuvent engendrer l'État, qui peuvent engendrer aussi des responsabilités, par exemple SNCF, si c'est pour passer au-dessus d'une voie ferrée. Donc,
il est nécessaire d'avoir, et peut-être c'est le moment ou jamais, d'avoir ce travail collectif où on met ensemble tous les maîtres d'ouvrage qui sont concernés pour faire cet axe continu et sécurisé. Et c'est le vrai enjeu. Là, par exemple, au niveau de la région Île-de-France, mais je pense que Rivaud tout à l'heure en parlera, la région va proposer qu'il y ait des comités de ligne par ligne où on va remettre autour de la table toutes les collectivités qui sont concernées par un axe, qui est par exemple l'axe d'un RER ou d'une ligne de métro que l'on veut doubler à vélo, de manière à ce que on puisse arriver à l'effet nécessaire qui est la continuité, par exemple pour aller de Marne-la-Vallée jusqu'à la Défense, en passant par Paris. Merci. Un autre sujet, quid des villes moyennes, voire des territoires périurbains ou pourquoi pas ruraux? Est-ce qu'on peut imaginer ce type d'aménagement temporaire aussi sur ces types de territoires-là et pas uniquement travailler sur les centres urbains très denses? Pierre Cerne? Ah, on va y arriver. C'est bon? C'est bon. Ouais, oui, bien sûr, c'est un des enjeux. Et là, on sait quand même beaucoup moins faire que pour les centres-villes ou les zones denses urbaines, mais il va y avoir besoin de ça. On a vu d'ailleurs dans d'autres pays que il y a une demande d'aménagement cyclable sur des trajets plus longs pour desservir des établissements hospitaliers, des pourvoyeurs de flux qui sont éventuellement éloignés des centres-villes, dans le périurbain. Il y a la question qui va se poser aussi de la desserte en vélo de certaines gares, parce que pour les gens qui auront à faire un trajet de 40 ou 50 kilomètres et pour lesquels il y a une partie quand même en transport en commun, la première partie de trajet, enfin en intermodalité, elle est évidemment cruciale. Et ça veut dire que s'il y a beaucoup de gens qui le font en vélo, il faut un aménagement cyclable, éventuellement sur une route. Donc les départements commencent à faire remonter des types d'itinéraires qui pourraient un peu longs, qui pourraient être concernés. Et l'État ne s'interdit pas, c'est ce qu'on m'a dit, de réfléchir, enfin de le faire sur certaines nationales. Donc oui, c'est vraiment une vraie question et qui est posée là et qui va aboutir à des choses. Oui. Très bien, merci. Et alors pour cette première salve de questions, et après je vais passer la parole à Flavien qui a continué à suivre le chat pendant nos échanges. Encore une question pas forcément évidente. Voilà, passer à des zones de rencontre, mettre des priorités vélo ou piéton. Comment on fait par rapport aux questions de respect de ces nouvelles règles de circulation, des questions de sécurité, etc. Comment on procède sans aménagement lourd de l'espace public? Il faut de la communication grand public, il faut des panneaux pour expliquer, il faut des messages à la radio, à la télé. Comment on fait? Pierre Cerne? Non, décidément. C'est bon. Non. Oui, c'est bon. Ça fait partie des choses qu'on a tout de suite repérées. Parce que je le répète en plus, il va y avoir a priori beaucoup de nouveaux cyclistes du quotidien. Et donc, ça nécessite encore plus de communication, non seulement pour faire savoir que c'est un mode de déplacement plutôt adapté à la période, mais aussi quelles sont les règles à respecter, le fait qu'il faut être vu, par exemple, toutes ces choses-là qui sont connues par tous les cyclistes habitués, mais pas forcément des nouveaux cyclistes. Donc, il y a déjà une grosse communication à faire là-dessus. Donc, effectivement, plus il y aura de communication nationale par les collectivités, par les associations, et mieux ce sera. Et après, sur tous les aspects réglementaires, sécurité, respect de tout ça et comment on fait, et c'est vraiment l'objet du cadre réglementaire qui doit être mis en place très vite.
c'est-à-dire en gros pour la mi-mai. Et effectivement, il y a des choses qui ne pourront se faire que progressivement, mais il faut qu'on soit opérationnel vite. Donc, ça veut dire que, y compris sur le fait de créer des itinéraires, on n'aura pas forcément le temps d'attendre que ce soit mis en place des comités réunissant tous les usagers, pas seulement du vélo, les collectivités, etc. Il y a des choses qu'il va falloir faire plus vite. Et ça nécessite des règles, d'inventer des règles de gouvernance un peu nouvelles, en prenant la bonne échelle et la bonne aussi. Enfin, il faut que ce soit acceptable. C'est-à-dire que les collectivités ne s'offront pas, accepteront pas forcément très facilement de se faire dicter les choses, par exemple dans une forme de recentralisation si c'est les préfets qui décident tout. Donc tout ça, c'est ce qu'on est en train d'inventer. J'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur la question du financement, ce qui ne m'étonne pas. Donc c'est pour ça qu'on a d'ailleurs demandé dans le questionnaire de nous faire remonter des premières évaluations budgétaires de ce que ça pourrait coûter en fait 1 kilomètre d'aménagement avec des plots ou avec de la peinture, sachant qu'il faudra aussi de la signalétique pour qu'on puisse un peu prévoir ça. Mais j'ai déjà eu l'assurance de l'État qu'il y aura des moyens de mis en face. Alors à la fois probablement, je m'avance un peu, mais probablement des aides pour les usagers, aide à l'achat ou aide à la réparation, aide à l'équipement, et un accompagnement financier des collectivités via 2 sources principales, les certificats d'économie d'énergie et surtout le Fonds national vélo qui a un certain nombre de qui a de la disponibilité budgétaire, on va dire ça comme ça, et pour lequel il pourrait y avoir ouverture aussi à des aménagements temporaires, ce qui n'était pas prévu au départ, et avec une instruction évidemment accélérée pour pas qu'on attende 6 mois ou 3 mois d'avoir les résultats. Donc, on est en train de prévoir aussi tout ça parce que évidemment, ça va quand même coûter un peu de sous. Merci. Il y a Agnès qui demandait la main. Oui, bien sûr qu'il va falloir une très grande communication. Communication auprès, bien sûr, des cyclistes, mais il faudra communiquer pour inciter, expliquer que le vélo est un mode de déplacement sécurisant, qu'il doit être favorisé, faire une communication pour éviter que les gens ne reprennent la voiture à la place du métro parce qu'ils vont avoir peur de la promiscuité. Il faudra communiquer pour qu'on ait, que la société civile accepte ces orientations avec des limitations qui vont être données pour les automobilistes. C'est vrai que on a vu que quand on fait du confinement, les gens sont prêts à faire des efforts. Il faut leur expliquer pourquoi il y aura ces orientations-là. Il faut que les communes, les collectivités aussi expliquent cela, et puis expliquer les règles, bien sûr, de sécurité au niveau des cyclistes. Et je pense que si tout le monde va dans ce sens, il y a la possibilité d'avoir un engagement positif, qui est celui aussi d'éviter les contaminations, et puis qu'elles se fassent par la proximité, mais aussi par la pollution. Donc et puis, bien sûr, le financement, tous les moyens doivent être donnés. Pour vous donner un ordre d'idée, le Val-de-Marne a décidé, il a fait une évaluation par rapport à leur piste temporaire qu'il prévoit, et le budget qui est prévu est 1 million d'euros qu'ils peuvent mettre en place dans les 15 jours d'ici mi-mai. Merci Agnès. Flavien, je te passe la main si tu as des questions complémentaires. Ah, Élodie voulait dire quelque chose, pardon. Pardon, un micro complément très rapide. Il y a 2 sujets qu'on n'a pas trop abordés, c'est quand même l'abaissement des vitesses. Il n'y a pas toujours la place, on n'est pas que dans des grandes villes qui ont des grands boulevards urbains avec des 2 fois 2 voies ou des 2 fois 3 voies, donc il n'y a pas forcément toujours la place, on peut avoir des rues qui sont également étroites. Et dans ces cas-là, clairement, on va avoir besoin d'apaiser les vitesses pour rendre possible la cohabitation entre ces différents modes. Et je pense qu'il faut qu'on en parle. Ces aménagements temporaires, c'est l'occasion de baisser la vitesse en ville et sur certains grands axes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que on va certainement avoir besoin, en plus de la communication, qu'elle soit nationale ou locale, de mettre en place, avec les forces de l'ordre, des contrôles, des sanctions pour faire respecter ces espaces, pour éviter que le stationnement sauvage vienne finalement
empêcher le fonctionnement de ces espaces-là. Et ça sera un vrai sujet. Comment on fait respecter ces aménagements, à la fois par la communication, par l'adhésion, mais également comment on implique les forces de l'ordre pour être sûr que cet abaissement de vitesse et ces aménagements provisoires permettent de vraiment sécuriser les cyclistes et notamment la vague de néocyclistes qu'on attend sur ces aménagements. Merci. Et ben, du coup, je refais un petit peu le point sur les questions qui ont été posées dans le chat pendant que Mathieu rapportait les questions du début. Il y a énormément de questions qui ont trait à la mise en œuvre, à des aspects techniques et réglementaires. Et ça tombe bien puisque dans une seconde partie, on va avoir d'abord une intervention du CEREMA, notamment sur ces aspects, mais ensuite, on va avoir des collectivités qui vont s'exprimer et ça permettra de reboucler. Je pense qu'on pourra éventuellement reposer certaines questions à ce moment-là. Peut-être juste une dernière question transitoire avant de redonner la parole à Thomas. C'est la question du stationnement vélo. Voilà, le stationnement vélo, c'est quelque chose qui est nécessaire pour sécuriser. Ça a été un petit peu abordé tout à l'heure, mais si certains des intervenants ont écho de pistes particulières justement pour booster l'offre en stationnement vélo dans un contexte d'élargissement de l'offre en aménagement cyclable, eh bien, ce serait le bienvenu de partager ces éléments avec nous. Merci beaucoup Flavien. Et ben, ça fait le lien donc avec la présentation qui va suivre. Hein. Avec Marion Ayou, on vous propose d'explorer ensemble les premières solutions techniques. Et si j'avais qu'une chose à dire sur cette présentation, c'est que vous pouvez déjà faire beaucoup. Dans l'immense majorité des cas, la boîte à outils technique et réglementaire existante permet de mettre en œuvre rapidement des aménagements cyclables temporaires qui permettent aux cyclistes de circuler avec la distance physique nécessaire d'un point de vue sanitaire et puis aussi d'être en sécurité, notamment quand des axes cyclables ont été fermés à tort. Donc ça, c'est ma remarque introductive. Et puis, je vais vous présenter, donc je vais ouvrir mon diaporama en espérant que ça fonctionne. Est-ce que, Marion, tu es connectée ?